Bonsoir à tous et à chacun. C'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire, les rendez-vous. Les rendez-vous pour en savoir plus sur le sujet qui défraye la chronique sur l'actualité, vous comprenez bien. Alors, pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir le professeur José Adolphe Voto. Il est professeur à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC. Il enseigne aussi à l'université de Kisangani, mais le professeur est également producteur d'un film où il fait allusion aux anciens combattants. Ça aboutit à la décoration de l'un d'entre eux. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Voilà, vous êtes là. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je serai certaine que vous allez répondre à toutes les questions prévues pour ces numéros, surtout que nous allons parler de l'actualité. J'espère bien. Voilà, l'actualité qui reste dominée par la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Cette situation qui est très confuse. Vous êtes sans ignorer que Bunagana est entre les mains de M23. Ça vous inspire quoi? Le regret que ça fait 2-3 semaines que le M23 ont envahi un territoire. Ils ont menacé de prendre la ville de Goma. Et ils se retirent, ils vont au Rwanda. Et puis ils reviennent prendre un autre territoire. Et donc le gouvernement congolais, l'armée congolaise se comporte comme d'habitude. Donc lorsqu'on chasse l'ennemi jusqu'à la frontière, on est content. On dit qu'on a repris le territoire qui était sous contrôle de l'ennemi et ça s'arrête là. Et le lendemain, cet ennemi s'organise pour revenir. Donc c'est très regrettable. Ça saute aux yeux que ce sont les Rwandais qui ravitaillent, qui sont en train de ravitailler militairement le M23. Non, mais ça fait plus de 25 ans que ça dure. C'est le même scénario hier. Et les Rwandais ne se cachent pas. Les Rwandais disent qu'ils viennent au Congo pour chercher le FDLR. Et nous, quand supposons que ces M23 sont des Congolais, supposons qu'ils le soient, et lorsqu'ils mettent en mal la sécurité du Congo et qu'ils fuient au Rwanda, nous, on n'a pas le droit d'aller les chercher au Rwanda. On attend qu'ils s'organisent pour venir encore nous attaquer. Et ça dure depuis 25 ans. C'est pas qu'est-ce qu'on veut. Posez à vous la question, quelle attitude adoptée par le gouvernement par rapport à cette réalité? Mais l'attitude, elle est simple. Entre deux États, il n'y a que deux logiques. Ou c'est la diplomatie, ou c'est la guerre. Il n'y en a pas d'autre. Et sur le plan diplomatique, si ça n'avance pas, et que quand les gens, s'ils sont des Congolais, ils vont au Rwanda prendre les armes pour attaquer leur pays, la constitution congolaise autorise, et les lois diplomatiques internationales autorisent au Congo d'aller les chercher là où ils sont. Comme les Rwandais prétendent venir chercher le FDLR chez nous depuis près de 30 ans. Il n'y a pas de solution. Il faut faire la guerre, c'est les souhaits ardents de plus d'un Congolais. Est-ce que le pays est prêt pour faire cette guerre? Si on ne peut pas faire cette guerre aujourd'hui, on la fera quand? Ça fait 30 ans que ça dure. C'est depuis 94, ça fait près de 30 ans que ça dure. Avec une armée infiltrée à plus de 75% par le Rwandais. Nous avons une armée que tout le monde semble bien le savoir, qui est très, très infiltrée. Madame, je dis que ça fait plus de 25 ans que ça dure. Et quand est-ce qu'on aura une armée pour nous défendre? Si depuis un quart de siècle, nous sommes incapables de monter une armée pour défendre notre pays, quand est-ce qu'on va monter cette armée? Et donc, courbons les Chines, laissons faire les choses, que le Rwandais vienne prendre le pays, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, ou n'importe quel autre peuple vienne prendre le pays. Non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est lui qui a amené cette guerre ici, en 1996. Laurent Désiré Kabila, c'est lui qui a amené la guerre ici. Il dit, quand il ne s'entend plus avec ses alliés, quand il se rentre avec ses alliés, lui qui connaissait mieux ses alliés que quiconque, il dit, cette guerre doit rentrer d'où elle est venue. Et depuis là, les Congolais n'ont jamais tiré les leçons de ça. Tant qu'on est incapable de nous défendre, tant qu'on est là à pleurnicher, tant qu'on est là à dénoncer, ça va continuer comme ça jusqu'à nos enfants. Ça ne changera pas. La situation va de mal en pire et on sait une certaine faiblesse du chef de l'État. Et ses conseillers, selon certaines indiscrétions, qui donnent l'impression d'être corrompus. Le chef de l'État a fait la promesse aux Congolais en 2018. Si vous m'élisez, je vais mettre fin à la guerre. Et je crois que c'est là où nous l'attendons. Tel n'est pas le cas. Mais c'est là où nous l'attendons. C'est une promesse qu'il a faite. Moi, je dis, Tshisekedi dit, tout son avenir politique se joue là.
il met fin à la guerre, il peut rempiler. S'il ne met pas fin à la guerre, 5 ans après, on va nous dire quoi? Que c'est pas Tshisekedi qui a amené la guerre. Alors pourquoi il est venu? Sur le plan économique, on peut encore discuter. Sur le plan social, on peut encore discuter. Encore que les indicateurs pour évaluer l'économie sont difficiles. Les indicateurs pour évaluer le social sont difficiles. Mais les indicateurs pour évaluer la sécurité, même ma grand-mère le sait. Pendant le démandat de Joseph Kabila, moins de pépins, on voyait les militants de l'UDPS prendre d'assaut ou envahir les rues de la capitale Kinshasa ainsi que les points chauds en guise de marcher, manifester l'air à bol. Mais par rapport à cette réalité de l'Est, où est parti tous ces militants de l'UDPS? On ne voit pas l'UDPS marcher en guise de protester cette réalité qui préoccupe au plus haut point. Bon. Ça se justifie comment selon vous, bon, ben, cette réticence? Non, vous n'allez pas demander aux gens de l'UDPS qui sont embarrassés parce que c'est eux la solution. S'ils marchent, c'est nous qui allons leur poser la question, mais vous marchez, la solution, c'est pas marcher, la solution c'est la guerre, c'est le front. Et donc c'est normal qu'ils ne puissent pas avoir le même comportement. Hier, ils n'étaient pas au pouvoir, c'est normal qu'ils puissent incriminer Kabila et encore. Encore qu'hier, on ne pouvait pas s'attendre à un résultat parce que Kabila fait partie du système qui a amené la guerre ici. C'est Kabila, père et fils, qui ont amené la guerre au Congo. Et donc, leur demander de mettre fin à la guerre, c'était comme si, surtout Kabila fils, qui fait partie de ces systèmes-là, de ces réseaux-là, parce que la guerre, il y a toute une économie de guerre qui a été mise en place. Donc, il faut commencer d'abord par démanteler ces réseaux et comment procéder pour arriver à démanteler ces réseaux. Mais c'est là où nous espérions que Tshisekedi, qui n'a rien à voir avec la guerre, Tshisekedi, père, n'a pas fait la guerre, il a toujours refusé de faire la guerre, malgré qu'il a été sollicité pour ça, et nous en sommes très reconnaissants. Tshisekedi, fils, qui n'a rien à voir avec cette guerre, il était la personne indiquée pour détecter, comme vous dites, pour démanteler ces réseaux, mettre hors d'état de nuire tous ces officiers de l'armée qui sont suspects et responsabiliser ceux qui sont fidèles et mettre fin à la guerre. Malheureusement, on n'a pas vu ça venir. Au début d'ailleurs, on s'est plaint qu'il a fait confiance aux mêmes. C'était les mêmes officiers qui étaient là pendant longtemps, même qu'il y a d'autres qui sont encore là, au commandement de l'armée. Mais s'ils n'ont pas mis fin à la guerre hier, vous voulez penser qu'aujourd'hui, ils vont le faire, ils le font. Ou soit, ils étaient incapables de le faire, ils sont incompétents, il faut les faire partir, ou soit ils sont complets, il faut les faire partir toujours. Okay. Mais pourquoi les garder? Il vaut mieux avoir une nouvelle équipe qui va faire son expérience, il va échouer, il n'y a pas de problème, au moins on a tenté autre chose. Mais garder le même au commandement de l'armée et qu'on puisse avoir ces résultats, c'est regrettable. On sent la réticence ou les silences radio de la communauté internationale, voire même au niveau de la sous-région. Ils n'osent pas oser le ton. On pouvait voir même Macky Sall qui est à la tête de l'Union africaine s'est prononcé là-dessus, taper sur la table et que le Rwanda doit cesser d'envahir ou d'agresser la République démocratique du Congo. Tout ça ne semble pas se faire. Et on aurait appris que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont soutenu le maréchal Mobutu au début de son mandat, qui est derrière le Rwanda. C'est du flou tout ça. Est-ce que le peuple de l'Est de la RDC peut sourire aujourd'hui ou bien ils ont encore le temps de continuer à verser leurs larmes? Madame, ce n'est pas du flou. J'ai dit au début qu'il n'y a que deux bras. Okay. C'est la diplomatie ou c'est la guerre. Ou vous êtes fort sur le plan diplomatique, vous pouvez activer la diplomatie, vous pouvez avoir la sympathie de la communauté internationale ou de certains pays puissants ou de certains pays amis. Mais ça dépend de nous. Il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas dire Macky Sall ne dit rien, tel ne dit rien. Non, mais c'est à nous d'aller vers Macky Sall, lui expliquer et lui demander de prendre telle position. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de cadeau là-dedans. Mais si hier, les Congo, les Zaïre étaient en bonne relation, en bonne collaboration avec les États-Unis, et qu'on pouvait voir des présidents américains, le département d'État, même la France, même d'autres pays soutenir les Zaïre à l'époque, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on en est incapable? C'est ça la question. Pourquoi nous pensons que le Rwanda ou Kagame
est plus compétent que nous pour parler anglais avec les Américains et nous sommes incapables de parler avec les Américains. C'est pas parce que maintenant là les Américains aiment le mafia, les coltans qu'ils utilisent entre autres pour la fabrication. Madame, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. Le Rwanda aujourd'hui est cité parmi les premiers pays. Les Rwandais du coltan, alors que ces coltans proviennent de la République démocratique. Mais justement, vous voulez quoi? Les arracher, ces gâteaux, ça ne sera pas facile. Ça ne sera jamais facile. Ça n'a pas été facile hier, ça ne sera pas facile aujourd'hui. Le Congo, c'est un pays qui a toujours été convoité depuis sa genèse. Depuis 1985 que le Congo existe, que ce soit avec le Pôle D, que ce soit avec nos pères de l'indépendance, que ce soit avec la Belgique, que ce soit aujourd'hui, le Congo a toujours été convoité et le Congo sera toujours convoité. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Il n'y a pas à se plaindre. Il faut plutôt prendre des dispositions et se battre. C'est tout. On est là à se plaindre. Nous pensons qu'un jour, ceux qui travaillent avec le Rwanda aujourd'hui ou ceux qui exploitent le Congo vont se dire, bon, on a déjà assez fait, laissons-les respirer, ça ne viendra pas. Ils n'arrêteront pas. Alors, ou nous nous définissons comme peuple, ou nous nous définissons comme pays, et nous nous organisons pour nous défendre, ou alors nous courbons les Chines et nos enfants seront des esclaves. Les problèmes diplomatiques sont d'office exclus, parce qu'il y a eu la récurrence des dialogues qui ont accouché d'une souris. À quoi bon de continuer à dialoguer et à adhérer à plusieurs structures, ainsi de suite, organisations, au moment où ils ne prêtent pas main forte à la RDC lorsque nous sommes dans le besoin. Les rois étaient là, pendant qu'il est là, Bunagana est sous contrôle du M23, tout ça là, on se demande... C'est un message justement. Les rois c'était juste un touriste et il est venu faire un tour en République démocratique du Congo et partir comme ça, nous laisser croupir dans nos problèmes qui nous préoccupent. Mais je suis heureux que vous le disiez comme ça parce que les Congolais pensaient que les rois allaient amener des solutions. Non, les rois n'amèneraient aucune solution, ça je l'ai dit. Je ne m'attendais à rien du roi. D'abord, tel que le roi de Belgique il s'est limité à décorer un ancien combattant, visiter les musées. Il ne peut rien. D'abord, la capitale du cuivre. Mais oui, il va s'assurer des affaires. Dans quelle optique, on ne sait pas. Pour s'assurer que les affaires des Belges marchent bien. Mais c'est pour ça qu'il est allé à Lubumbashi. Et l'intérêt de pourquoi il n'est pas allé à Guémena? Pourquoi il n'est pas allé à Kisangani? Non, parce que à Lubumbashi, c'est les affaires. Il y a Forest, il y a des Belges qui ont des affaires là-bas. Et nous sommes naïfs. Nous croyons que le roi viendra comme en 1930 pour décréter la paix. Ça n'arrivera pas. Il y a un adage qui dit, professeur, partout où vous trouvez un blanc, sachez-le qu'il a ses intérêts. Il n'y a que des intérêts, même partout on trouve un noir. Donc quand je viens ici, je viens pour des intérêts. Quand vous m'invitez, c'est pour des intérêts. C'est naïf de croire que les gens viendraient parce qu'ils nous aiment. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et des pays amis, ça n'existe pas. Même quand on dit pays amis et frères, ça n'existe pas. Entre les États, il n'y a que les intérêts. Qu'est-ce que je gagne là-dedans? Et il n'y a que le respect. Pour qu'on vous respecte, il faut que vous soyez forts. Nous devons arrêter de nous plaindre. Nous devons nous décider de nous battre. Si nous aimons ce pays, si nous pensons que c'est notre pays, nous devons être à mesure de défendre ce pays. Le travail à faire, c'est conscientiser les Congolais, conscientiser les jeunes Congolais, jusqu'au sacrifice suprême. Beaucoup de Congolais pensent qu'il faut que vous alliez à la guerre, que vous mouriez pour que moi j'ai la paix. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que chacun de nous soit prêt. Il faut que chaque famille soit prête à envoyer ses enfants faire la guerre. Il faut que nous puissions envoyer le meilleur de nous-mêmes dans l'armée. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que... Je ne peux pas comprendre, madame, qu'on puisse dire d'un général qu'il vend des armes, qu'il est en intelligence avec l'ennemi. Et ça, c'est des rapports des Nations Unies. Mais tranquille, on passe l'éponge, et bien plus, ces gens-là sont promis. Ils ont des responsabilités. Qu'est-ce que nous voulons? Alors que quand nous, on a grandi, nous savions, dans ces pays, quand il y a guerre, et qu'on t'accuse d'avoir vendu des armes à l'ennemi ou des munitions, on vous tue. On vous fusille sous les drapeaux. C'est ça l'armée. Et si ça devient l'armée des affairistes, où on sait que tel général a son chantier, a son carré minier, tel autre général a son champ, tel autre général a son entreprise, mais on ne va pas dans l'armée pour faire les affaires. Mais c'est connu, on sait que la hiérarchie militaire est dans les affaires, alors que nos vaillants soldats
Ces jeunes gens se battent, qui n'ont presque rien, qui ne sont même pas payés, ils se battent. C'est eux qui meurent. Professeur, le commun des mortels, par rapport à toutes ces réalités, ils voient la faiblesse décriée du chef de l'État et la corruption de son entourage. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas recourir, par exemple, au sénateur Jean-Pierre Bemba? On a vu ces fourmis, comme on les appelait à l'époque, se défendre correctement pour pouvoir collaborer ou en complicité, voir comment former l'armée, ainsi de suite, et faire face aux Rwandais, ces pays minuscules qui nous fait plairer au quotidien. C'est pas intéressant, vous trouvez pas? Parce qu'il y a beaucoup de ces militaires de Jean-Pierre Bemba qui sont au Congo-Brazzaville là-bas et ils font rien pratiquement, alors que ce sont des bons militaires. Jean-Pierre Bemba n'a plus une armée, il a déversé son armée, même déjà en 2003. Lorsqu'il y a eu fusion, donc lui n'a plus d'armée. C'est pas comme nos amis du RCD qui ont gardé son expérience, voilà. On en a besoin. Oui, tout ce qu'il peut donner aujourd'hui, c'est des conseils. Mais c'est vrai, la question que vous posez, c'est c'est un Congolais qui est à la disposition de la République. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est là et il n'est pas là en même temps. Il est là. Jean-Pierre Bemba a une expertise économique, Jean-Pierre Bemba a une expertise sur le plan sécuritaire. Mais quand il a fallu chercher un premier ministre ici pendant comment on appelait ça? Pendant l'Union sacrée, on a cité son nom, on a cité le nom de Moïse, on a cité le nom des gens, et puis tout d'un coup, ils ont disparu parce qu'on avait besoin d'un premier ministre conciliant, un premier ministre docile. Voilà, on nous a apporté Samalou Kondé, on a les résultats qu'on a. Donc, bon, il est là, mais il n'est pas là. Voilà, donc si on a besoin de lui, je crois qu'il peut apporter quelque chose. Ne fût-ce que sur le plan de relations, sur le plan du respect par rapport à l'armée tel qu'on le connaît, sur le plan économique, il peut apporter quelque chose. Mais bon, je crois que peut-être que ça viendra ou ça ne viendra pas. On observe. Quand on voit Kagame fermer ses frontières, c'est quel message qu'il veut véhiculer? Oui, c'est pour se moquer de nous. C'est pour se moquer de nous. À tous égards, parce qu'il sait que c'est lui, il commerce avec le Congo. Les gens ont demandé que Rwanda ne puisse plus venir, qu'il ne puisse plus utiliser Goma, l'aéroport de Goma, qu'on arrête et tout, mais le gouvernement ne suit pas. Mais il revient maintenant à Kagame de menacer, alors qu'on sait que c'est nous qui devions prendre le devant, c'est nous les victimes. Ce n'est pas le Rwanda c'est l'agresseur. Voilà. Professeur Joseph Adolphe Voto, après la prise de Bunagana, un centre commercial frontalier d'importance capitale, le mouvement M23 dit tendre la main au gouvernement de Kinshasa. Selon vous, il faut accepter? Le gouvernement congolais l'a refusé déjà depuis Nairobi, je pense. Il y a presque un mois et demi, ils ont refusé parce que le M23 joue le jeu, il menace, ils veulent que le gouvernement puisse négocier à genoux. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Je crois que... moi j'ai toujours pensé que cette guerre qu'a annoncé Mouzé, cette guerre n'a pas encore eu lieu. Cette guerre doit avoir lieu. Et il faut prendre la communauté internationale à témoin. Ça fait 25 ans que le Rwandais tue les Congolais et personne n'en parle. Comment prendre la communauté internationale au témoin au moment où ils voient tout, oui. Et ils ont avalé leur langue? Non, mais je veux ceci. Je veux dire, il faut que notre armée traverse la frontière. Ça fait plus de 25 ans que je suis vivant, que j'ai vu cette guerre. Je n'ai jamais appris que l'armée congolaise a traversé la frontière. Il faut que notre armée traverse la frontière, ne fût-ce que pour 24 heures. Et qu'on voit de quoi cette armée rwandaise est capable. Et la CPI semble ne pas faire correctement son travail. Mais nous n'avons plus rien à attendre de qui que ce soit. Si on ne se prend pas en charge, ça ne changera pas. Il faut que l'armée congolaise traverse la frontière. Cette sourde oreille de la communauté internationale, c'est alors que, professeur, c'est pas fait à dessein. Voilà, les jours où nous allons traverser la frontière, c'est alors que cette communauté internationale va se réveiller. Il n'y a que ça. Ils ne peuvent attendre que le langage des armes. Il n'y a pas d'autres moyens. Il faut que les Rwandais sentent ce que nous on a ressenti pendant plus de 25 ans. Il faut qu'ils le ressentent. Mais je ne sais pas pourquoi l'État congolais
continuer à pleurnicher. Je ne sais pas. Dans la prise de Bunagana, on cite aussi l'Ouganda d'avoir soutenu, selon certaines sources, l'Ouganda a soutenir les rebelles dans la prise de Bunagana. C'est un secret de polichinelle. Si vous remontez à la genèse de cette insécurité, ça a fonctionné comme ça. Et ça ne changera pas, madame. L'Ouganda va faire semblant, le Rwanda va faire semblant. À un moment, on vient, on travaille ensemble, tout ça, mais au fond, il y a cette visée économique qui reste. Il y a cette visée hégémonique qui reste. Économique de la part de l'Ouganda, économique et hégémonique de la part du Rwanda. Tant que vous n'êtes pas capable de relever ces défis, ça ne changera pas. On va continuer à nous tourner à bourrique. Et voilà, ça va continuer comme ça jusqu'à ce que ça devienne tard. Professeur, n'est-ce pas une complicité de la communauté internationale, mais qui ne dit pas son nom? Je ne parle pas de la communauté internationale, je parle de firmes internationales qui ont choisi de faire du Rwanda leur sous-traitant, d'entretenir l'insécurité et avoir des minerais à moins de frais et que voilà, on pense que ça doit continuer comme ça. Mais c'est là où la diplomatie doit jouer, c'est là où la force doit aussi jouer. C'est à nous d'aller vers ces firmes, leur dire qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du coltan? Et pourquoi vous allez là-bas? Venez chez nous. Vous aurez ces coltans dans l'assurance de la sécurité. C'est un travail à faire, ce n'est pas à pleurer. Nous devons faire ce travail-là. Alors, à chaque fois qu'on a besoin de gens pour faire ce travail-là, on prend des gens sans qualification parce qu'il faut donner du travail à tel, des gens incapables de faire le travail, et on est là à pleurnicher. Dans ce pays, on a vu des gens, on cherchait les intelligences pour travailler pour l'État. Ça, on l'a vu. On peut reprocher tout à Mobutu, mais pour ça, s'il apprenait même qu'il y a un jeune homme à l'université de Lubumbashi qui est brillant, dont tous les professeurs parlent, il va le chercher. Dans ce pays, on a connu des gens qui n'ont connu que l'université et les sommets de l'État. Parce qu'ils étaient brillants, parce qu'ils étaient intelligents, et ils ont donné le résultat. Aujourd'hui, on a peur des intelligences. Parce que si j'appelle Adèle, à mes côtés, elle va m'effacer. Alors que le pays en a besoin. On peut continuer à parler de l'ANER ici en République démocratique du Congo. C'est comme si l'ANER n'existait que pendant le régime de Mobutu. L'ANER également semblerait être très très infiltrée. Bon, je ne parlerai pas de l'infiltration, des choses que je ne maîtrise pas. Mais je sais qu'ils font leur travail. On peut continuer de parler du service de renseignement. Mais formater un petit coup, vous verrez comment ils vont fonctionner. Ils fonctionnent très bien lorsqu'il y a des petits coups, ils sont là, voilà. Mais je crois que autant hier qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est tout un système. On doit revoir tout ça et surtout utiliser les hommes qui sont compétents. Arrêtez de penser que l'État, c'est pour donner du travail aux gens. L'État, c'est pour entretenir l'État. L'État, c'est pas pour donner du travail aux gens, pour que les gens s'achètent des maisons, s'enrichissent, voyagent. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas des opportunités du travail, c'est des opportunités, des compétences, des opportunités pour arrêter la guerre, des opportunités pour relever l'économie, relever les social des Congolais. Alors il faut que le gouvernement utilise le meilleur des Congolais, chacun dans son domaine. Et ça, parfois on a l'impression qu'on est dans autre chose. Mais, professeur, que faut-il faire en termes de communication pour préparer l'opinion publique en rapport à la situation actuelle à Bunagana? Parce qu'on doit préparer quand même aussi la population moralement. Oui, moralement, mais je crois que cette population vit cette situation depuis plus de 25 ans. Et je crois que ce peuple est mature. C'est l'État congolais qui n'est pas mature. Le peuple congolais il est mature. Quand je vois les images, comment les gens réagissent, comment ces jeunes gens à Goma vont me donner de l'eau à ces militaires qui viennent de Kinshasa, qui sont derrière, et ça me rassure. Je dis, l'Est du Congo ne partira jamais. Parce que les Congolais sont conscients de ça. Ils aiment leur pays, qu'ils soient de l'Est, qu'ils soient du Nord, du Sud, de l'Ouest. Tous les Congolais aiment leur pays. Ça, ce n'est pas à en discuter. Et c'est ça le seul bénéfice paradoxal que la guerre nous a donné. Les gens pensaient qu'en nous faisant la guerre, en nous torturant, à un moment, les gens vont lâcher, les gens vont perdre. Au contraire, ça a raffermi l'unité nationale. Nous avons nos problèmes internes, on est tribaliste, on est ceci, là, mais en ce qui concerne le territoire national, tous les Congolais sont unanimes, à moins qu'on soit un traître, tous les Congolais sont unanimes qu'aucun mètre carré de ce pays doit partir. Et les jeunes gens sont prêts, ils sont prêts. C'est l'État qui ne sait pas les organiser. C'est l'État qui ne sait pas organiser les Congolais. Il suffit qu'on nous organise, on va mettre fin à cette affaire-là.
Parce qu'aujourd'hui, les gens sont mûrs. Les gens sont mûrs. Les gens aiment leur pays. Et les gens, aucun Congolais ne pense que le petit Rwanda pourrait venir mentir les Congolais. Ils ont essayé. Ils ont essayé toutes les formules, la compétition avec la communauté internationale. Ça n'a pas marché. Voilà, professeur, en des termes clairs et simples, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour professionnaliser notre armée et renforcer les services de renseignement? C'est technique. C'est technique. Et aujourd'hui, on a des officiers de très grande valeur qui ont fait du grand travail en collaboration avec la coopération militaire. Il y a de très grands projets qui sont dans l'armée, mais qui ne sont pas concrétisés. Et, par exemple, il y a ces programmes qu'ils ont pour moderniser l'armée, d'abord à travers l'homme, le militaire, qu'il faut conditionner, qu'il faut mettre dans de meilleures conditions, veiller sur le recrutement. L'armée, ce n'est pas un dépotoir. Lorsqu'il y a un bandit, un koulouna, tout ça, ou quelqu'un dont on est fatigué en famille, on l'envoie dans l'armée. L'armée, ailleurs, c'est l'intelligence. Contrairement à ce que les gens pensent. L'armée, c'est l'intelligence. Les armes sophistiquées, c'est de l'ingénierie. À manipuler ces armes, c'est de l'ingénierie, c'est de l'intelligence. Et l'armée aujourd'hui, ce n'est pas les biceps. On ne va pas faire la guerre avec les biceps. On fait la guerre avec la technologie. Donc, moderniser cette armée par la technologie, par les armes, valoriser les militaires, les équiper. Et je crois qu'on est un pays où, si on met les moyens, on peut élever. Vous savez qu'on peut élever 1 million de militaires dans ce pays, sans qu'on les sente. Nous sommes aujourd'hui, on est pratiquement plus de 100 millions de personnes. Donc, lever une armée de 500 000 personnes, c'est peu de choses. Lever une armée d'1 million de personnes, c'est peu de choses. Encore, ce n'est pas seulement les hommes qui se battent, mais moderniser cette armée, donner les moyens qu'il faut, former les gens. Je crois qu'on sera... Et aujourd'hui, je crois que la sécurité, c'est la priorité de ce pays. Au-delà de tout. Parce qu'on peut avoir l'argent, on peut avoir l'économie, mais s'il n'y a pas de sécurité, on va nous prendre ce que nous avons. Donc, il faut monter une armée. Il faut former des gens pour qu'on nous respecte. Tant qu'on n'a pas ça, le Congo va toujours souffrir. Alors là, je martèle encore, il faut que le chef de l'État puisse recourir, tenir compte de l'expertise de Jean-Pierre Bemba Gombo, par exemple, parce qu'on a vu à l'époque les fourmis bien se défendre. Il n'est pas trop tard, il peut lui tendre le main. Je ne sais pas lui donner quelle responsabilité, ministre de Défense ou quoi, pour qu'il puisse... voir comment renforcer notre armée. Mais pourquoi vous parlez tant de Jean-Pierre Bemba Gombo? Mais les fourmis, ça n'existe plus. On a vu les exploits de fourmis à l'époque. Mais ça n'existe plus, les fourmis. Les fourmis sont bien formés par Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo est en vie, ainsi de suite. Son expertise, les pays peuvent en avoir besoin en guise de former l'armée. Les fourmis sont là, ils sont dans l'armée congolaise. Ils sont dans l'armée, mais je crois que c'est le commandement de l'armée. Et bon, au départ, il n'est pas militaire, Jean-Pierre Bemba, même s'il peut avoir certaines qualités, il n'est pas militaire, mais il continue à offrir ses services. Il est politique. C'est question qu'il puisse avoir on a quand même une position qui lui salué les travaux abattus par des Mbunza Mabé, qui sont des produits de Mobutu, par exemple, paix à son âme, ainsi de suite. Recourir par exemple, je donne l'exemple toujours de Jean-Pierre Bemba qui est en vie. Vous l'aimez bien, vous? Qui est en vie pour renforcer les systèmes sécuritaires en République démocratique du Congo. Il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup. Nous avons des militaires de très grande valeur, des officiers de très grande valeur, qui ne sont peut-être pas connus parce qu'un militaire, ce n'est pas la télévision, ce n'est pas la radio, mais ils sont là. Mais ceux qui sont dans le circuit savent que nous avons des militaires de très grande valeur qui sont là. Et certains ne sont pas utilisés à leur valeur, à cette qualité-là. On donne l'occasion à des gens qui sont des flatteurs, à des gens qui parlent argent, qui parlent... voilà, c'est eux qui sont en vue, c'est eux qui sont... Et parfois, ils manipulent les choses, mais nous pensons que le président de la République, ce n'est pas encore tard, il va se ressaisir et mettre hors d'état de nuire tous ceux qui sont suspects, tous ceux qui sont flous, parce que ce n'est plus un secret. Hein. Hier, on ne pouvait pas parler de l'armée comme ça. Aujourd'hui, ça n'est tellement trop que nous pouvons nous permettre d'en parler comme ça parce que ça n'est trop. Voilà. Ça n'est trop. Changeons un peu de registre, voilà. Professeur. À l'allure où vont les choses, est-ce qu'on peut parler de la tenue des élections dans le délai ou pas, dans le délai constitutionnel, bien sûr?
Ben, je crois que le gouvernement a intérêt à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Le président de la République, on sait dans quelles conditions il est arrivé au pouvoir. Il y a eu beaucoup de contestations. Fayoulou jusqu'aujourd'hui continue à contester. Et donc, tirer les choses à longueur ne sera pas en sa faveur. Je crois que ça va donner des spéculations. Bon, on va tirer à longueur pour gagner quoi? Sur le plan sécuritaire, on a des problèmes. Donc, vaut mieux avoir un autre gouvernement pour gérer les pays, gérer la sécurité. Donc, je crois que ça ne serait pas dans l'intérêt du pouvoir de pouvoir tirer les élections à longueur. Peut-être ils pensent qu'ils ne sont pas prêts, ils ne seraient pas prêts pour tirer à longueur, mais je pense que les choses ne vont pas s'améliorer. Mais qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour organiser de bonnes élections, éviter de troubles politiques post-électoraux? Je crois que les lois, telles que ça a été réformé, même si il y a beaucoup de choses qui ne peuvent être prises en compte, mais si seulement, une chose c'est d'avoir le texte, mais autre chose c'est de les appliquer. Voilà. Si on applique cette loi-là, comme il se doit, si la CENI a la volonté d'appliquer la loi électorale, je crois qu'on aura un minimum d'élections acceptables. Parce que personne n'a besoin qu'il y ait des contestations après les élections. Ça sera un cercle vicieux, on conteste et puis encore on revient. Et finalement, le pouvoir passe son temps à gérer le pouvoir au lieu de gérer le pays. Okay. Il y a une nuance. On a l'impression que les gens gèrent le pouvoir. Comment faire pour qu'on reste au pouvoir? Comment faire pour qu'on puisse gagner les prochaines élections? Et on passe son temps dans ça. Mais gérer le pays, on n'a pas le temps pour ça parce que sinon on va perdre le pouvoir. Mais c'est très déplorable. Et ce qui fait que vous voyez, le gros du budget de la République, c'est dans la gestion du pouvoir. C'est dans les institutions. Hein, comme d'aucuns appellent les trains de vie de l'État, parce qu'on veut gérer le pouvoir. Non, je crois que les Congolais ne vont pas aux élections pour que les gens aient le pouvoir, pour gérer leur pouvoir. Nous allons voter pour que les gens nous gèrent la population, gèrent le pays. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, le roi est venu à Kinshasa et le pape a reporté sine die sa présence ici à Kinshasa. Ça vous inspire quoi? Le pape est malade. Il a le droit d'être malade. C'est un humain comme nous. Moi, j'ai vu cette vidéo. Il est effectivement malade. Et il a déclaré, il a encore dit, je crois, hier ou avant-hier, comme on dit Orbi and Urbi, il a dit du haut de la cathédrale qu'il regrette de ne pas venir au Congo et au Soudan. Et il espère qu'avec l'aide de Dieu et de médecins, qu'il pourra se rétablir à temps pour venir. Effectivement, on voit comment il marche avec peine et tout. Et ça, je crois que nous devons prier, nous aussi les Congolais. C'est une mauvaise coïncidence. Et moi, je me disais, toute la démarche du Rwanda dans l'Est, c'était pour faire peur au pape, pour empêcher que le pape vienne. Et non seulement qu'ils ont réussi à amener la sécurité, et ils l'ont fait parce que c'était prévu en juillet, donc déjà en fin juin ici, là où le peuple doit venir, il y a des âmes qui crépitent. Ça, c'est des choses intolérables. C'est ça, raison pour laquelle peut-être on n'a pas les médecins dramatisé sa maladie. Non, le pape est souffrant. Je l'ai vu marchant, il est souffrant. À son âge, quand il marche comme ça, dans le temple, il marche, on le tient, mais il ne peut pas voyager, marcher, c'est très difficile. Voilà. Même le gouvernement congolais ne peut pas prendre ces risques-là. Le pape, c'est une lourde responsabilité. La proposition de la loi électorale en examen au Sénat après son passage à l'Assemblée nationale, cette loi est allée, c'est la même qu'on trouve, qui a été plutôt défendue par le G13. Non, ce n'est pas la même loi. Le projet de G13 a été dépiécé, vidé, d'essentiel de sa substance, par exemple. Il y a des choses aussi simples, mais aussi capitales, comme la disposition qui voudrait que les suppléants des candidats n'aient pas de liens directs, les liens de famille avec les suppléants. Ce sont là les innovations. Quelles sont les innovations de cette loi? Les innovations, c'est par exemple, puisque vous parlez trop de Jean-Pierre Bemba, c'est par exemple ce qu'ils ont appelé l'éligibilité partielle. C'est-à-dire que quand quelqu'un a été condamné et qu'il a épuisé sa peine, il n'y a plus de raison de l'exclure de... Voilà. Donc ça, c'est par rapport à avant où on disait, dès que vous avez été condamné pour corruption, c'est fini pour vous la carrière politique. Parce que ça se rencontre sur les lèvres des Congolais que
Jean-Pierre Bemba est éligible et Joseph Kabila est inéligible et qu'on sort tout ça. Ce sont des rumeurs. Non, mais on ne parle pas des individus, on parle de la loi. Pas de la loi. Kabila, s'il n'est pas éligible, c'est par rapport à la loi. Et ce n'est même pas par rapport à cette loi-là, ça a toujours été comme ça. C'est ça l'esprit. Il est éligible parce qu'il a purgé sa peine ou bien il a été blanchi? Non, non, parce qu'il a purgé sa peine. Donc cette condamnation, voilà, le législateur a estimé que ces cas-là, il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup d'autres parce qu'il est une personnalité très visible, il n'y a pas que lui. Donc, par exemple, l'autre innovation, par exemple, insister pour que les résultats soient publiés bureau par bureau, c'est que Nanga a escamoté pour proclamer les élections avant même le dépouillement. Voilà, donc c'est des choses comme ça. Si on procède par la publication bureau par bureau, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il n'y a pas plus de femmes. Et en quoi cette loi est innovatrice? Ben, les femmes, il faut se battre au niveau des partis politiques pour que les femmes soient d'abord candidates. La discrimination continue au niveau des partis politiques. Ben, c'est au niveau des partis politiques. Mais je crois que les femmes doivent se battre même pour aussi. Les récentes élections des gouverneurs. Mais je me pose toujours une question. Il n'y a eu que 3 femmes gouverneurs. Oui, mais il faut que les femmes soient candidates. Je me pose toujours une question. Moi, je suis un parti politique. Madame, je suis président d'un parti politique. Je dois allier des candidats pour que je gagne. Vous pensez vraiment que si j'ai Madame Adèle, qui a toutes les qualités pour que je gagne, je vais mettre un homme à sa place? C'est ça aussi. On ne doit pas mettre les femmes parce qu'il faut avoir des femmes. Non, on doit avoir des femmes compétentes. Et dans ce pays, il y en a. Il y en a. Mais alors, il faut qu'ils soient nombreuses. Il ne faut pas que le fait d'être candidate ou le fait d'occuper un poste d'être député, ça soit un cadeau. Non. Moi, je dis, quand nous allons à l'école primaire, il n'y a pas une fille, il n'y a pas de garçon. Voilà. Dans les écoles mixtes, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles. Voilà, on ne dit pas qu'il y a un quota pour les filles de réussir. Non, ça on ne dit pas. Mais pourquoi vous pensez que pour travailler, il doit y avoir un quota? Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, je suis en face du professeur Joseph Adolphe Voto. Il est professeur à l'UFASIC et à l'université de Kisangani. Mais il est aussi auteur, réalisateur plutôt d'un film qui parle des anciens combattants, ainsi de suite. Et c'est un peu de nous expliciter, de nous éclairer là-dessus, parce qu'on a vu un ancien combattant être décoré par le roi Philippe lors de son passage ici en RDC. C'est la grande satisfaction que nous avons connue avec le passage du roi, qui a accepté, qui a daigné aller jusque dans le faubourg de Kinshasa. Quelqu'un m'a dit, mais le roi est allé jusqu'à dans ce quartier sale, tout ça, de Kasavubu. Mais c'était très symbolique. Le roi est allé rencontrer le caporal Albert Kounyoko, qui fut le héros de mon film, en 2018, L'ombre des oubliés. Et ce film a fait parler de lui parce que les chaînes internationales se sont intéressées, ça a remonté. Et coïncidence, il fêtait ses 100 ans d'âge. Et nous avons organisé beaucoup de manifestations autour de cet anniversaire-là. Et l'ambassadeur de la Belgique a accepté de venir dans ces manifestations. Et de fil en aiguille, c'est remonté jusqu'au roi. Et le roi a décidé de venir le décorer. Mais c'était très symbolique que le roi vienne au croisement Gambela et Force. Parce que, j'ai dit, les rois, peut-être que les Congolais ne se sont pas rendus compte, le roi des Belges, parce que ces gens-là ont combattu sous le drapeau belge, a fait le parcours de passage de nos forces armées, la force publique. Le roi a traversé l'avenue Sayo. Sayo, c'est des grandes victoires, des avenues de victoire. Quand on dit, madame, quand on dit l'avenue Victoire, ça veut dire victoire militaire, victoire de la force publique. Et toutes ces avenues qui rappellent les hauts faits d'armes de nos anciens combattants, ça vient vers Victoire. Le roi est passé par Victoire, par Sayo, par Force publique, par Gambela, par Éthiopie. Vous voyez toutes ces avenues-là qui rappellent, par Birmanie. Et il fallait qu'il aille vers pour aller rencontrer ces monuments vivants, cette pièce rare de musée qui est le caporal Albert Kounyoko, pour reconnaître ce qu'il a fait. Avec la réalisation de ce film? Non, le film, c'est un vieux film, c'est un film de 2018. C'est pas un film d'aujourd'hui. Le film est sorti en 2018 à la Halle de la Gombe et ça a fait le tour du monde. On en a parlé un peu partout. Et à l'occasion des 100 ans, quand je l'ai rencontré, il avait 96 ans.
le caporal Kouyounkou, quand on a fait le film avec lui. Et je lui disais, comme par hasard, je lui disais, papa Kouyounkou, il faut vraiment que vous arriviez à 100 ans et qu'on puisse vous fêter. Ces derniers temps, vous embrassez tout à la fois. Mon lady qui trouve embrasse mal éteint, professeur, vous avez publié ou vous pensez publier un ouvrage. Je ne sais pas si le vernissage a déjà eu lieu. Vous voulez parler de mon dernier livre sur la communication séductionnelle? Voilà. Non, je n'embrasse pas tout, je suis un homme de culture, je suis dans mon domaine. Vous savez, le travail d'un professeur, ça s'arrive comme à l'école primaire. L'ouvrage a déjà été baptisé? Pas baptisé, mais l'ouvrage est sorti. Okay. Je ne l'ai pas encore fait baptiser. Le travail d'un professeur, c'est deux activités, comme à l'école primaire. L'école primaire, c'est là où nous apprenons à lire et à écrire, c'est ça. Et donc, le travail d'un professeur d'université, c'est lire et écrire. Et tout ce que je fais là, c'est lire et écrire, simplement. Voilà. À un certain moment, je vous voyais aussi motiver plus d'un Congolais, voire même les étudiants, d'autant plus que vous êtes professeur à propos des COFAX. COFAX, j'explique. COPAX. Ouais. Nous sommes un vaste réseau d'artisans de paix qui travaillent ensemble pour construire la paix par la justice, mettre fin à l'impunité chronique et façonner un environnement meilleur et positif en République démocratique du Congo dans sa région environnementale. Voilà, c'était un peu ça. Qu'est-ce qui vous motivait à inciter surtout plus d'un étudiant et pourquoi pas le reste des Congolais à adhérer à COPAX? Oui, c'est pas seulement les étudiants, parce que je suis professeur, je m'adresse aux étudiants, mais c'est tous les Congolais. Nous croyons à la paix, nous croyons au retour de la paix, au retour durable de la paix dans ce pays, mais nous tous ne pouvons pas prendre les armes. Mais nous pouvons contribuer à conscientiser surtout les jeunes, conscientiser les Congolais que notre pays vit une situation anormale. Donc si je vous comprends bien, l'activité des COPAX, c'est sensibiliser et plaidoyer, avoir de plaidoyer sur la justice et le développement rural. Non, en faveur de la paix. Surtout la paix. De la paix, okay. COPAX veut dire Pax, la paix, la paix pour le Congo. Donc nous travaillons par rapport au retour de la paix pour le Congo. Et voilà, donc comme j'ai dit, nous ne pouvons pas tous prendre les armes, nous pouvons tous aller au fond, mais nous pouvons chacun dans son coin faire quelque chose pour prendre conscience que notre pays, ce pays a besoin de la paix et chacun dans ta position où il est peut travailler pour que la paix revienne. Voilà, il y a un téléspectateur qui m'avait appelé l'autre fois pour me dire que non, les chefs de l'État doivent tout arrêter. Il faut qu'il arrive à dissoudre le Parlement et déclarer que nous sommes en guerre. Quelle est votre opinion par rapport à cette réaction d'un téléspectateur? Non, je ne vois pas le lien entre la dissolution du Parlement et la guerre, je ne vois pas ce lien. Je ne vois pas le lien. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission de ce soir. Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec le professeur Joseph Adolphe Voto. Un message particulier avant de clore ou de clôturer l'émission? J'aime ces pays, je crois en ces pays, je crois en l'avenir de ces pays. Ce que nous avons vécu pendant ces 25 dernières années, ce n'est qu'un accident de parcours. Ce pays, c'est un grand pays qui a réalisé de grandes choses par le passé. Ce pays a contribué à la paix dans le monde à travers nos pères qui ont combattu. Nous avons une histoire militaire extraordinaire. Nous avons combattu en Éthiopie contre les Italiens. Quand on parle du Sayo, les gens ne connaissent pas l'histoire. C'est une des victoires, une des rares victoires extraordinaires que l'histoire de la guerre dans le monde est connue. Donc nous devons aimer ces pays et nous devons travailler pour que nos enfants soient plus heureux que nous. Voilà. Antenne A vous remercie amplement d'avoir répondu à notre invitation et à toutes les questions prévues pour ces numéros. J'ose croire que c'était clair comme dans un livre d'images, clair comme l'eau de la source. Je rappelle, professeur, il a plusieurs casquettes. Il est professeur, il dispense les cours à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication à l'université de Kisangani. Il est journaliste, mais aussi réalisateur. C'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver en rediffusion le mercredi à 12h30, heure de Kinshasa. Si vous avez aimé l'émission, remerciez aussi la chaîne de référence Antenne A et pourquoi pas les preneurs de vue. Mais reste qu'à vous souhaiter, vous les fidèles téléspectateurs, une très belle soirée.